Partie I, D, définition. Redéfinir la richesse, le travail et la liberté selon Tim Ferriss. Chapitre 1, les règles ont changé. Pendant des décennies, on a répété la même histoire. Travaille dur, économise, sois patient, et tu profiteras plus tard. Mais, plus tard, finit souvent par ne jamais venir. La majorité des gens passent leur vie à attendre un futur qui n'arrive pas. Et pendant ce temps, ils échangent leur temps, leur bien le plus précieux, contre un salaire. Tim Ferriss commence son livre en cassant cette croyance. Travailler plus ne signifie pas vivre mieux. Il raconte sa propre expérience, jeune entrepreneur à succès. Il gagnait bien sa vie, mais travaillait 80 heures par semaine. Stressé, épuisé, toujours connecté, il réalisait un jour qu'il était devenu esclave de son entreprise. Il avait créé une prison dorée. Alors il a tout arrêté. Il est parti en voyage, il a repensé sa manière de vivre et de travailler. Et de cette transformation est née la semaine de 4 heures. Ferriss ne rejette pas le travail. Il rejette l'idée que la valeur d'une vie se mesure en heures travaillées. Nous vivons dans un monde où l'agitation est glorifiée. On confond mouvement et progrès. Mais courir sans direction n'est pas avancer, c'est s'épuiser. Les nouveaux riches, explique-t-il, ne cherchent pas à accumuler. Ils cherchent à construire une vie libre, mobile et signifiante. Leur objectif n'est pas de posséder plus, mais de vivre plus. Exemple concret. Imagine 2 personnes. Paul gagne 200 000 $ par an, mais travaille 70 heures par semaine. Léa gagne 60 000 $ par an, travaille 20 heures par semaine et vit où elle veut. Lequel des deux est réellement riche? Tim Ferriss répond sans hésiter, Léa. Parce que la vraie richesse n'est pas la somme que tu gagnes, mais la quantité de vie que tu contrôles. Chapitre 2, la nouvelle richesse. L'argent est un moyen, pas une fin. Mais la plupart des gens inversent la formule, ils sacrifient leur vie pour en obtenir davantage. Ferriss redéfinit la richesse comme un équilibre entre temps, mobilité et sens. Le but n'est pas d'avoir 1 million de dollars, mais de vivre une vie qui aurait coûté 1 million à quelqu'un d'autre. Être riche, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est avoir beaucoup de temps pour soi. Les nouveaux riches, ou NR, cherchent à maîtriser les 3 libertés. La liberté de lieu, pouvoir travailler d'où on veut. La liberté de temps, décider quand on agit. La liberté émotionnelle, ne plus dépendre du regard des autres. Ces libertés permettent une vie choisie, pas subie. Exemple. Ferriss raconte l'histoire d'un cadre new-yorkais. Salaire élevé, bureau avec vue sur Manhattan, mais stress chronique. Il lui demande « Combien paierais-tu pour pouvoir déjeuner lentement chaque jour avec ta fille ?» L'homme reste silencieux. Car cette liberté, il ne peut pas se l'acheter. La vraie richesse, c'est de ne pas devoir attendre un week-end ou la retraite pour respirer. Chapitre 3, l'art de l'évasion, sortir du modèle traditionnel. La plupart des gens ne vivent pas mal, ils vivent dans une attente sans fin. Le modèle « travailler fort maintenant pour être libre plus tard » est une illusion. Ferriss appelle cela la dépression différée. C'est un mode de vie où tu tolères le malheur présent, en espérant un bonheur futur hypothétique. Mais la vie ne commence pas après le travail. Elle se déroule maintenant, dans chaque journée, dans chaque choix. Les gens choisissent la souffrance qu'ils connaissent, plutôt que l'incertitude qu'ils ne connaissent pas. Sortir du modèle classique, ce n'est pas être irresponsable. C'est être lucide. Exemple. Ferriss cite des employés qui gagnent bien leur vie, mais vivent dans une angoisse constante. Peur de perdre leur emploi, peur de manquer, peur de décevoir. À l'inverse, il montre des freelances, voyageurs ou créateurs qui gagnent parfois moins, mais vivent dans la sérénité parce qu'ils contrôlent leur rythme. Le but n'est pas de fuir le travail, mais d'en faire un levier au service de la vie. Chapitre 4, peur et inaction, le prix du confort. L'obstacle principal n'est pas le manque d'argent, mais la peur. La peur d'échouer, de perdre, de décevoir. Le pire scénario est rarement aussi grave que tu le crois. Ferriss propose un exercice. Visualise le pire. Perdre ton emploi? Tu peux en retrouver un. Rater un projet? Tu apprendras. Être critiqué? Cela passera. Mais ne rien tenter, c'est la seule certitude de rester prisonnier. Le confort est l'ennemi de la croissance. Il te berce, il t'endort. Et à force d'attendre le bon moment,
tu regardes ta vie passée. Exemple. Ferris raconte qu'avant de lancer son mode de vie libre, il a fait une liste de tous les risques possibles. Faillite, rejet, critique, isolement. Puis il les a classés en 2 colonnes, risques imaginés et réalités probables. Résultat, la plupart de ses peurs n'avaient aucune base réelle. C'est ce jour-là qu'il a compris que la liberté commençait par la lucidité. Chapitre 5. Rêver grand, mais définir petit. Ferris dit: le plus grand danger n'est pas de viser trop haut et d'échouer, mais de viser trop bas et de réussir. Rêver grand ne signifie pas fantasmer. Cela signifie imaginer une vie plus cohérente, plus audacieuse, plus joyeuse. Mais rêver ne suffit pas, il faut définir. Définir ce que tu veux, pourquoi tu le veux, et quand tu veux l'obtenir. Les rêves vagues produisent des résultats flous. Exemple. Un homme dit: je veux être libre. Mais libre de quoi? Libre pour faire quoi? Ferris invite à écrire des rêves concrets. Voyager 3 mois par an, écrire un livre, apprendre une langue, travailler depuis la mer. Puis à les traduire en objectifs mesurables. Combien cela coûterait? Que faut-il apprendre? Quel pas faire aujourd'hui? Cette méthode transforme la liberté en projet, pas en utopie. Synthèse de la partie I, définition. Cette première étape du modèle DEAL pose la base. Repenser ce que signifie réussir. Voir la richesse non comme possession, mais comme liberté de choix. Oser désapprendre le modèle classique du « travailler plus tard pour vivre mieux ». Identifier et affronter ses peurs. Définir ses rêves avec précision, pas avec fantasme. La « semaine de 4 heures » n'est pas une promesse mathématique. C'est une métaphore de la maîtrise du temps. Réflexion finale, culture sapiens. La vraie liberté ne commence pas avec un salaire ou une entreprise. Elle commence quand tu décides que ta vie t'appartient. Quand tu comprends que ton temps est ton unique capital. Et que chaque jour dépensé sans conscience est une perte que l'argent ne remplace pas. La liberté n'est pas un rêve. C'est une compétence à pratiquer. Alors, commence aujourd'hui. Redéfinis tes priorités. Écris ce que tu veux vivre, pas seulement ce que tu veux gagner. Et fais de ta vie une œuvre, pas un horaire. Partie 2. Élimination. L'art de se concentrer sur l'essentiel et de supprimer le reste. Tim Ferriss dit souvent que la liberté ne commence pas avec plus d'argent, mais avec moins de distractions. Dans cette deuxième partie, il nous enseigne à séparer l'essentiel du bruit. À distinguer ce qui fait réellement avancer notre vie de ce qui l'encombre. Le problème de la plupart des gens n'est pas le manque de temps. C'est qu'ils le gaspillent. Ils confondent activité et efficacité. Ils remplissent leur journée au lieu de leur donner du sens. Ferriss résume cela en une phrase simple. Être occupé est une forme de paresse. C'est refuser de penser à ce qui compte vraiment. Cette partie du livre repose sur 2 principes universels. La loi de Pareto et la loi de Parkinson. 2 lois simples, mais capables de transformer la manière dont tu travailles et dont tu vis. Chapitre 6. La loi de Pareto, 80% des résultats viennent de 20% des efforts. La loi de Pareto, aussi appelée principe 80/20, dit que la majorité de tes résultats provient d'une minorité d'actions. En d'autres termes, 80% de ton stress vient de 20% des personnes. Et 80% de ton revenu vient de 20% de tes activités. Mais la plupart des gens inversent le modèle. Ils consacrent leur temps aux 80% qui ne changent presque rien. Ils travaillent dur, mais sans effet réel, parce qu'ils n'ont jamais appris à identifier l'essentiel. Ferriss raconte qu'avant d'appliquer cette loi, il gérait une entreprise surchargée de clients et d'appels. Un jour, il a décidé de classer ses clients selon 2 critères. Ceux qui rapportaient le plus et ceux qui prenaient le plus d'énergie. Résultat, 80% de ses revenus provenaient de 20% de ses clients. Et 80% de ses problèmes venaient aussi de 20% des clients, mais pas les mêmes. En 2 semaines, il a éliminé les clients toxiques et doublé son temps libre. Tout en augmentant ses bénéfices. Moins de travail, plus de résultats. Cette loi t'invite à te poser une question essentielle. Quels sont les 20% d'activités qui créent 80% de ta valeur? Et inversement, quelles sont celles que tu devrais cesser immédiatement? Chaque fois que tu dis oui à quelque chose de peu important, tu dis non à quelque chose d'essentiel. L'intelligence moderne n'est plus de tout faire, mais de savoir ce qui mérite ton attention.
Chapitre 7. La loi de Parkinson, moins de temps, plus d'efficacité. La deuxième loi est complémentaire de la première. Elle dit que le travail s'étend pour remplir tout le temps qu'on lui accorde. Autrement dit, si tu donnes 8 heures à une tâche, elle prendra 8 heures. Mais si tu te donnes 2 heures, tu la feras en 2. Ferriss explique que la productivité n'a rien à voir avec la durée, mais avec la contrainte. Plus tu réduis ton temps disponible, plus tu obliges ton esprit à se concentrer sur l'essentiel. Il donne un exemple concret. Quand il devait répondre à des centaines de mails par jour, il s'imposait une limite de 15 minutes pour les traiter. Résultat, il écrivait plus court, plus clair, et obtenait de meilleures réponses. L'être humain est paresseux par nature. Donne-lui trop de temps, et il le remplira d'angoisse, de perfectionnisme ou de distraction. Donne-lui une limite courte, et il devient créatif, rapide et précis. C'est la puissance du temps restreint, il force à faire ce qui compte, pas ce qui rassure. Pour l'appliquer, Ferriss conseille 2 actions simples. D'abord, réduire radicalement la durée que tu accordes à tes tâches. Ensuite, te fixer des échéances serrées, même fictives. Le but n'est pas la pression, mais la concentration. Le succès, dit-il, ne vient pas de la quantité d'efforts, mais de la qualité de l'attention. Chapitre 8. L'art de l'élimination, supprimer sans culpabilité. C'est ici que l'enseignement devient radical. Pour Ferriss, la liberté ne consiste pas à faire plus, mais à faire moins. Éliminer, ce n'est pas fuir, c'est choisir. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'occupation. Celui qui court partout semble important. Mais cette agitation est souvent le signe d'une absence de clarté. L'art de l'élimination consiste à dire non. Non aux obligations qui ne mènent nulle part. Non aux réunions inutiles. Non aux sollicitations qui t'épuisent. Dire non n'est pas un refus du monde. C'est un acte de respect envers ton temps et ton énergie. Ferriss raconte qu'il a commencé à ignorer la majorité de ses emails. Au lieu de passer des heures à tout gérer, il a créé un message automatique expliquant qu'il répondrait uniquement à ce qui était réellement urgent. Les résultats ont été spectaculaires, son stress a disparu et rien d'essentiel n'a été perdu. L'élimination, c'est aussi apprendre à filtrer les relations. Certaines personnes drainent ton énergie sans rien t'apporter. Ce ne sont pas forcément des ennemis, mais des distractions humaines. Être libre, c'est parfois s'éloigner avec calme et gratitude. Enfin, Ferriss insiste sur un point clé. Ne confonds pas productivité et importance. Ce n'est pas parce qu'une tâche te prend du temps qu'elle mérite ton temps. Les grands accomplissements viennent de la clarté, pas du surmenage. Il propose une règle simple. Si une tâche ne te rapproche pas directement de ton objectif principal, supprime-la, délègue-la ou ignore-la. L'énergie que tu libères devient ton véritable capital. Synthèse de la partie 2, élimination. Éliminer, ce n'est pas appauvrir ta vie. C'est la purifier. C'est redonner de la place à ce qui compte. C'est reconnaître que ton attention est ton bien le plus précieux. La loi de Pareto t'apprend à concentrer ton énergie sur le vital. La loi de Parkinson t'oblige à aller droit au but. Et l'élimination t'apprend à vivre avec clarté. Dans un monde saturé de distractions, la liberté appartient à ceux qui savent se concentrer. Tim Ferriss ne te demande pas de tout changer. Il te demande de choisir. De choisir ce qui mérite ton temps, ton énergie et ton attention. Car au fond, la richesse commence quand tu apprends à dire non. Partie 3. Automatisation, faire travailler le système, au lieu d'être prisonnier du système. Le grand piège de notre époque n'est pas le travail, mais la dépendance. Nous avons appris à croire que nous devons tout faire nous-mêmes. Répondre à chaque message, traiter chaque problème, être partout, tout le temps. Mais cette obsession du contrôle est un poison. Elle transforme les plus ambitieux en esclaves. Tu gagnes de l'argent, mais tu perds ton temps. Tu construis ton entreprise, mais tu t'épuises à la faire tourner. Tu réussis, mais ta réussite te dévore. C'est ici que Tim Ferriss te montre une autre voie. Celle de l'automatisation. Automatiser, ce n'est pas renoncer à l'effort. C'est diriger l'effort vers ce qui compte. C'est concevoir des systèmes qui travaillent pour toi, même quand tu dors. C'est comprendre que la richesse n'est pas le fruit de la présence constante, mais de la structure intelligente. Ferriss écrit : les gens ne veulent pas être riches. Ils veulent être libres. Et pour cela, ils doivent créer des systèmes.
Chapitre 9. Le revenu automatique. Quand ton argent commence à travailler pour toi. Le monde moderne offre deux types de richesses. Celle que tu gagnes par ton temps et celle que tu gagnes par ton système. La première te fatigue. La seconde te libère. Tim Ferriss distingue clairement les deux. Le salarié, le consultant, le créateur isolé échangent toujours une part de leur vie contre un revenu. Mais le stratège, lui, crée un mécanisme. Un modèle qui génère de la valeur sans sa présence constante. Ce n'est pas une idée abstraite. C'est une compétence. Ferriss raconte comment, avant de transformer sa vie, il gérait une petite entreprise de vente de compléments alimentaires. Il travaillait 12 heures par jour. Chaque commande passait par lui, chaque client exigeait sa réponse. Il gagnait bien sa vie, mais vivait mal. Un jour, épuisé, il a pris une décision radicale. Construire un système qui tournerait sans lui. Il a automatisé les paiements, délégué le service client à une société externe et confié la logistique à un partenaire fiable. Il a ensuite coupé Internet, pris un avion pour l'Europe et attendu que tout s'effondre. Mais rien ne s'est effondré. Son entreprise a continué à prospérer, sans lui. Il venait de comprendre la loi fondamentale de la liberté moderne. Un système bien conçu vaut 1000 heures de travail. Cette idée, tu peux l'appliquer dans n'importe quel domaine. Un photographe peut automatiser ses ventes en ligne. Un professeur peut enregistrer ses cours. Un artisan peut déléguer la livraison. Un créateur de contenu peut planifier ses publications. L'automatisation n'est pas réservée aux entrepreneurs. C'est une philosophie de vie. Crée des mécanismes qui t'allègent au lieu de t'alourdir. Chaque fois que tu remplaces un effort répétitif par un processus clair, tu gagnes un morceau de liberté. Chapitre 10. Déléguer. La liberté commence quand tu cesses d'être indispensable. L'un des plus grands freins à la liberté, c'est l'ego. L'ego qui dit « moi seul peux le faire ». Mais cette pensée, en apparence noble, est un piège. Elle transforme ton talent en prison. Tu deviens le goulot d'étranglement de ta propre vie. Ferriss brise ce mythe. Si tu veux être libre, cesse de vouloir tout contrôler. Il raconte avoir embauché, presque par curiosité, un assistant virtuel en Inde pour gérer ses emails et ses rendez-vous. Il lui a donné une liste simple, répondre, classer, supprimer. En quelques jours, sa boîte de réception, source quotidienne d'angoisse, était devenue un espace calme et clair. Ce que Ferriss a compris, c'est que déléguer, ce n'est pas abandonner le contrôle, c'est multiplier ton efficacité. Pendant que quelqu'un d'autre gère les détails, tu peux te concentrer sur l'essentiel. Créer, apprendre, réfléchir, respirer. Il donne un exemple marquant. Un de ses lecteurs, cadre surchargé, gagnait bien sa vie, mais passait 60 heures par semaine au bureau. Après avoir appliqué la méthode Ferriss, il a embauché un assistant pour 10 heures de tâches hebdomadaires. Réservation, courriel, rapport. En quelques semaines, il travaillait moins, gagnait plus et retrouvait du temps pour sa famille. Déléguer, ce n'est pas être paresseux, c'est être lucide. Car le temps que tu protèges aujourd'hui devient ton espace de création demain. Chapitre 11. Externaliser avec confiance. Déléguer, c'est une étape. Mais externaliser, c'est un art. Externaliser, c'est confier les opérations répétitives à des spécialistes. Souvent à distance, parfois à l'autre bout du monde. Et construire ainsi une organisation légère et fluide. Ferriss appelle cela la mini-multinationale personnelle. Il cite l'exemple d'une entrepreneure américaine qui vendait des bijoux faits main. Au lieu d'embaucher localement, elle a délégué la production à un petit atelier éthique en Asie, le service client à une équipe à distance, et la logistique à un prestataire local. Elle, de son côté, ne gardait qu'une mission. Créer. Résultat. Plus de liberté, plus de marge, moins de charge mentale. Externaliser ne consiste pas à exploiter. C'est à redistribuer intelligemment le travail. Là où il est fait avec compétence et efficacité. C'est aussi un exercice d'humilité. Tu acceptes que ton rôle n'est pas de tout faire, mais de tout faire faire. Ferriss résume. Si tu veux être indispensable, tu resteras prisonnier. Si tu veux être libre, rends-toi remplaçable. Chapitre 12.
Simplifier pour automatiser, la clarté avant la technologie. Beaucoup pensent que l'automatisation commence par les outils. Mais Ferriss explique que la première étape, c'est la clarté. Avant de tout automatiser, demande-toi, faut-il vraiment le faire? Automatiser une tâche inutile, c'est perfectionner une perte de temps. Il raconte l'histoire d'un directeur marketing qui voulait automatiser ses rapports de performance. Avant de développer un logiciel coûteux, Ferriss lui a posé une seule question. Qui lit vraiment ces rapports? Après enquête, personne. L'entreprise avait simplement continué une vieille habitude. Ils ont donc arrêté de les produire. Résultat, 10 heures de travail économisées chaque semaine, sans rien perdre d'important. La leçon est simple. Ne perfectionne pas le superflu. Supprime-le. La technologie est un amplificateur. Elle rend plus rapide ce que tu fais déjà. Mais si ton système est flou, elle multipliera le chaos. La vraie automatisation commence avec l'élimination et se poursuit avec la simplification. Chapitre 13. Le pouvoir des systèmes. Penser comme un architecte. Ferriss conclut cette partie avec une idée profonde. Le véritable travail d'un créateur, d'un entrepreneur, ou même d'un esprit libre, c'est de penser comme un architecte, pas comme un ouvrier. Un architecte ne construit pas avec ses mains. Il conçoit. Il imagine la structure, les flux, les interdépendances. Et une fois la structure posée, le bâtiment se construit presque seul. C'est la même chose pour ta vie. Si tu veux être libre, tu dois concevoir ton système comme un architecte. Ferriss dit: les gens ordinaires réagissent. Les gens libres conçoivent. Construis ton système de vie. Des revenus qui ne dépendent pas de ta présence. Des assistants qui gèrent les détails. Des outils qui simplifient tes tâches. Des routines claires qui protègent ton temps mental. L'automatisation n'est pas une technologie. C'est un état d'esprit. C'est la décision consciente de ne plus être le rouage, mais l'ingénieur. Et paradoxalement, c'est cette distance qui rend ton action plus puissante. Car au lieu de gérer, tu diriges. Au lieu de courir, tu crées. Au lieu d'espérer du temps libre, tu le construis. Synthèse de la partie 3, automatisation. L'automatisation, ce n'est pas un luxe. C'est la base de la liberté moderne. Elle repose sur 3 piliers. Déléguer, externaliser, simplifier. C'est une philosophie du détachement productif. Ce que tu délègues te libère. Ce que tu externalises t'allège. Ce que tu simplifies te rend puissant. Ferriss ne parle pas ici d'un rêve d'oisiveté, mais d'un art de la maîtrise. Celui de concevoir ta vie comme un système vivant, où chaque pièce sert ton équilibre et non ta fatigue. La vraie réussite n'est pas de tout contrôler, mais de créer une harmonie qui continue sans toi. Et c'est cela, au fond, la promesse de la semaine de 4 heures. Non pas faire moins, mais vivre mieux. Partie 4, libération. Se libérer du lieu, du temps et du regard des autres. Jusqu'ici, tu as appris à redéfinir la richesse, à éliminer l'inutile, à automatiser les systèmes. Mais tout cela n'a de sens que s'il conduit à une seule chose. La liberté vécue. Tim Ferriss appelle cette dernière étape la libération. Non pas comme une idée abstraite, mais comme une réalité concrète. Vivre où tu veux, quand tu veux, selon tes propres règles. La libération n'est pas une fuite du travail. C'est la maîtrise du temps. C'est la possibilité de choisir tes journées. De t'extraire du modèle 9h et 17h entre et de créer ton propre rythme de vie. C'est le moment où la philosophie devient pratique. Et où tu découvres que la liberté n'est pas un rêve. C'est une construction quotidienne. Chapitre 14. Quitter le bureau sans perdre ton emploi. Ferriss commence par une idée simple mais révolutionnaire. Tu n'as pas besoin de tout quitter pour être libre. La libération ne passe pas toujours par la démission. Parfois, elle commence à l'intérieur du système. Le premier pas, c'est de négocier ton temps. C'est de prouver que tu peux être aussi, voire plus, productif en travaillant à distance. Il propose une approche méthodique. Commence par t'organiser pour être plus efficace sur place. Montre des résultats clairs et mesurables. Puis présente à ton employeur un test de télétravail temporaire. Quelques jours par semaine au début, puis progressivement à plein temps. Ce que Ferriss a observé, c'est que la plupart des entreprises ne s'opposent pas à la liberté. Elles s'opposent à l'inconnu.
Elles ont peur de perdre le contrôle. Mais les chiffres, les faits et la confiance changent tout. Il raconte l'histoire d'une employée d'une grande société américaine, qui, après avoir optimisé son travail avec les méthodes du livre, a proposé de continuer à distance pendant 2 semaines pour éviter les déplacements inutiles. Elle a livré plus de résultats, plus vite. Le test a été prolongé, puis officialisé. En 1 an, elle vivait entre Bali, l'Espagne et la Californie, tout en conservant son emploi à temps plein. Le message est clair. Avant de fuir ton environnement, essaie de le transformer. Car parfois, la liberté ne demande pas de tout casser, mais simplement de redessiner les règles. Chapitre 15. Travailler de n'importe où. Une fois le télétravail maîtrisé, le monde devient ton bureau. Ferriss décrit la montée d'une nouvelle catégorie d'êtres humains. Les nomades numériques. Des hommes et des femmes qui ont décidé de vivre leur vie sans frontières fixes. En utilisant la technologie pour travailler, apprendre et créer partout sur la planète. Mais ils ne présentent pas cela comme une mode. Plutôt comme une évolution logique de la liberté moderne. Si tu peux te connecter, tu peux contribuer. Et si tu peux contribuer à distance, tu peux vivre à ta façon. Il raconte comment il a vécu des mois entiers au Brésil, en Argentine, au Japon ou en Europe, tout en pilotant son entreprise automatisée. Le matin, il écrivait quelques emails essentiels. Le reste de la journée, il apprenait une nouvelle langue, faisait du sport, découvrait des cultures. La liberté géographique change tout. Elle brise la relation entre le lieu et la valeur. Tu n'as plus besoin d'être dans un bureau pour être utile. Mais cette liberté demande une discipline. Être maître de soi, de son attention et de ses priorités. Ferriss le répète. Loin des horaires fixes, tu dois construire tes propres limites. Sinon, le monde entier devient ta distraction. La liberté géographique n'est donc pas une fuite. C'est un apprentissage, celui de travailler sans mur. Mais avec un cap. Chapitre 16. Les mini-retraites. Vivre maintenant, pas à la fin. La plupart des gens travaillent toute leur vie pour une seule grande récompense, la retraite. Un concept qui, selon Ferriss, n'a plus de sens. Pourquoi attendre la vieillesse pour vivre? Alors que la vie se déroule maintenant, il propose un modèle radicalement différent. Les mini-retraites. Plutôt que de concentrer ta liberté à la fin de ton existence, disperse-la tout au long de ta vie. Travaille quelques mois, puis par 3 semaines, 3 mois, parfois 1 an. Apprends, visse, explore, puis reviens. Ce cycle régulier nourrit l'esprit et renouvelle la motivation. Ferriss partage des témoignages de personnes qui ont adopté ce mode de vie. Un couple d'ingénieurs a quitté les États-Unis pour vivre 6 mois au Costa Rica, en continuant à gérer leur projet à distance. Une consultante indépendante alterne entre missions courtes et voyages de longue durée. Un jeune designer a vendu son mobilier, gardé un sac à dos et un ordinateur, et vit en mouvement depuis 3 ans. Ces vies ne sont pas des fuites. Ce sont des créations. Les mini-retraites permettent de reconnecter avec ce que beaucoup ont perdu. La curiosité, l'émerveillement, la joie simple d'exister. Ce modèle repose sur 3 principes. Tu n'as pas besoin de tout quitter pour vivre pleinement. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre mieux. Tu n'as pas besoin d'attendre la retraite pour être libre. Le moment parfait pour vivre, c'est maintenant. Ferriss conclut ce chapitre avec une phrase qui résume tout son message. Le but n'est pas de fuir le travail, mais de refuser qu'il t'empêche de vivre. L'art de la vraie liberté. À ce stade du livre, tout se relie. Tu as appris à définir ce qui compte, à éliminer ce qui distrait, à automatiser ce qui fatigue. La libération est la conséquence naturelle de ces étapes. Mais attention, la liberté extérieure n'a de sens que si elle s'accompagne d'une liberté intérieure. C'est une erreur de penser que voyager suffit à se libérer. Si ton esprit reste enchaîné à la peur, à la comparaison, à l'urgence, tu seras esclave, où que tu ailles. Ferriss rappelle que la véritable indépendance commence dans la tête. C'est le courage d'être en paix avec ses choix. C'est de savoir dire non, même quand le monde t'applaudit pour dire oui. C'est de te rappeler que chaque journée est une unité de vie. Et que tu ne les récupéreras jamais. Tu peux travailler depuis Bali, New York ou Montréal. Mais si tu ne sais pas te poser, observer, ralentir, tu ne seras jamais libre. La libération n'est pas géographique. C'est spirituel. C'est le moment où tu comprends que le temps est ta seule vraie monnaie. Et que tu peux l'échanger contre la peur ou contre la vie. Conclusion, la semaine de 4 heures, une philosophie du temps. La semaine de 4 heures n'est pas un manuel de productivité.
c'est une révolution tranquille. C'est l'art de reprendre le contrôle sur ta vie, ton attention et ton énergie. Définir, éliminer, automatiser, libérer. 4 étapes pour redessiner ton existence selon tes valeurs. Ferriss ne te demande pas de fuir le monde, mais de cesser d'y être prisonnier. Il te montre que la liberté n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais une compétence que chacun peut apprendre. Ce livre, au fond, parle de conscience. Choisir ce que tu veux vivre. Et cesser de vivre ce que tu n'as pas choisi. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence petit. Supprime une tâche inutile. Délègue une responsabilité. Retiens ton souffle 1 minute de plus avant de répondre à un message. Chaque geste te rapproche de la liberté. Et un jour, tu regarderas ta vie et tu comprendras. Tu n'as pas tout fait, mais tu as tout vécu. Ici Culture Sapiens, la voix des livres. Si cette écoute t'a inspiré, abonne-toi pour poursuivre ce voyage vers la sagesse et la liberté intérieure. Chaque livre est une porte. Et chaque réflexion un pas vers la maîtrise du temps et de soi.